Le Soleil brûle à 15 millions de degrés Celsius en son cœur. C'est si chaud qu'aucun matériau sur Terre ne pourrait survivre à proximité, même pendant un millionième de seconde. Cette température suffit à fusionner les atomes d'hydrogène, à comprimer leur noyau jusqu'à ce qu'ils deviennent de l'hélium, tout en libérant une quantité d'énergie inimaginable. Ce processus, la fusion nucléaire, est la source d'énergie qui maintient le Soleil en activité depuis 4,6 milliards d'années. La source d'énergie qui rend possible toute vie sur Terre. La source d'énergie la plus puissante de l'univers. Et la Chine vient de construire une machine 10 fois plus chaude que le Soleil. 120 millions de degrés Celsius. Pas en théorie, pas dans une simulation, mais dans une vraie machine, dans un vrai laboratoire, dans la ville chinoise de Hefei. 120 millions de degrés. Pour rendre cela plus concret, c'est si chaud qu'aucun matériau connu, aucun métal, aucune céramique, rien de ce que l'humanité a jamais fabriqué, ne pourrait résister, ne serait-ce qu'approximativement, à cette température. La question de savoir comment enfermer un plasma à 120 millions de degrés sans qu'il vaporise tout ce qui l'entoure est l'une des prouesses d'ingénierie les plus fascinantes de l'histoire humaine. Si vous aimez les vidéos qui vous montrent les technologies capables de changer le monde avant même que le monde ne s'en rende compte, alors mettez un like à cette vidéo maintenant et abonnez-vous à China Découverte pour ne manquer aucun autre épisode. Entrons dans le sujet. Pour comprendre pourquoi cette machine est si importante, vous devez d'abord comprendre ce qui distingue la fusion nucléaire de la fission nucléaire. La fission nucléaire, la technologie utilisée dans toutes les centrales nucléaires actuelles, fonctionne en brisant des atomes lourds comme l'uranium. Cela libère de l'énergie, mais cela produit aussi des déchets radioactifs qui restent dangereux pendant des centaines de milliers d'années. La fusion nucléaire fonctionne exactement à l'inverse. Au lieu de diviser des atomes lourds, on fusionne des atomes légers. 2 noyaux d'hydrogène sont comprimés jusqu'à fusionner en un noyau d'hélium. Cela libère de l'énergie, beaucoup plus d'énergie que la fission. Et les déchets? De l'hélium, un gaz noble inoffensif, celui avec lequel on remplit les ballons. Pas de déchets radioactifs qui rayonnent pendant des millénaires. Pas de risque de fusion du cœur, car la réaction de fusion s'arrête d'elle-même si quelque chose tourne mal. Pas de matériaux utilisables pour des armes comme sous-produit. Et le combustible? Le deutérium, une variante de l'hydrogène que l'on extrait de l'eau de mer. Un seul litre d'eau de mer contient assez de deutérium pour produire l'équivalent énergétique de 300 litres d'essence. Les océans de la Terre contiennent assez de deutérium pour fournir de l'énergie à l'humanité pendant des milliards d'années. Pas des millions, des milliards. Cela semble trop beau pour être vrai. Et c'est précisément là que se trouvait le problème. Depuis plus de 70 ans, les scientifiques essaient de réaliser la fusion nucléaire sur Terre. Et depuis 70 ans, ils échouent. Il existe une blague chez les physiciens. La fusion nucléaire est l'énergie du futur. Et elle le restera toujours. Pourquoi est-ce si difficile? Le problème se trouve dans la physique de la répulsion. Les noyaux atomiques sont chargés positivement. Et les charges positives se repoussent. Plus on rapproche 2 noyaux, plus la force de répulsion devient grande. Pour surmonter cette force et obliger les noyaux à fusionner, il faut des températures énormes. Si élevées que les atomes se déplacent assez vite pour entrer en collision et fusionner malgré la répulsion. Dans le Soleil, l'immense gravité aide. 333 000 fois la gravité de la Terre comprime le plasma au cœur du Soleil avec une telle densité que la fusion se produit même si la température n'y est que de 15 millions de degrés. Sur Terre, nous n'avons pas cette gravité. Nous devons donc augmenter radicalement la température pour compenser l'absence de cette pression gravitationnelle, au moins 100 millions de degrés, idéalement 150 millions. Et ensuite, il faut réussir à confiner ce plasma surchauffé. On ne peut pas le mettre dans un récipient. Aucun récipient ne survit à 100 millions de degrés. Le plasma vaporiserait les parois, se refroidirait, et la réaction s'arrêterait immédiatement. La solution, le confinement magnétique. Le plasma est chargé électriquement, et les particules chargées sont influencées par les champs magnétiques. Si l'on crée des champs magnétiques extrêmement puissants dans la bonne géométrie, on peut maintenir le plasma en suspension, flottant dans le vide, sans aucun contact avec les parois. La machine qui fait cela s'appelle un tokamak. Elle ressemble à un immense donut métallique. À l'intérieur du donut, le plasma circule sur une trajectoire en anneau, maintenue par des champs magnétiques si puissants qu'ils l'éloignent des parois. Le tokamak chinois s'appelle EAST, Experimental Advanced Superconducting Tokamak. Il se trouve à Hefei, dans la province de l'Anhui. Et EAST a battu des records qui ont fait réagir le monde entier. En 2024, EAST a atteint une température de plasma de 120 millions de degrés Celsius et l'a maintenue stable pendant plus de 400 secondes. En 2025, les ingénieurs ont prolongé cette durée à plus de 1000 secondes, presque 17 minutes, à une température de 70 millions de degrés.
Pourquoi ces chiffres sont-ils si importants? Parce que la fusion nucléaire ne produit plus d'énergie, qu'elle n'en consomme que si le plasma est suffisamment chaud et maintenu stable suffisamment longtemps. Il existe un seuil que les physiciens appellent le break-even, le point où la réaction de fusion génère plus d'énergie qu'il n'en faut pour l'alimenter. Le tokamak chinois East n'a pas encore atteint le break-even. Aucun tokamak au monde n'y est encore parvenu. Mais avec chaque record, la Chine s'en rapproche. Et la Chine n'est pas seule dans cette course. Mais elle investit plus que n'importe quel autre pays. Si cette vidéo vous montre comment la Chine prend la tête du plus grand projet énergétique de l'histoire humaine, alors abonnez-vous maintenant à China Découverte. Nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos sur les technologies qui changent le monde. Appuyez sur le bouton d'abonnement. Activez les notifications. Le projet international de fusion ITER est construit en France, avec la participation de 35 pays. Il devait produire son premier plasma en 2025. Cette date a été repoussée à plusieurs reprises. L'objectif est désormais 2034. Les coûts sont passés d'environ 5 milliards d'euros à plus de 25 milliards. Pendant qu'ITER débat, prend du retard et dépasse ses budgets, la Chine travaille en parallèle sur son propre programme de fusion. East est le réacteur de recherche actuel, mais la Chine a déjà annoncé son successeur. CFETR, China Fusion Engineering Test Reactor, un réacteur qui ne servira plus seulement à faire de la recherche, mais qui devra réellement injecter de l'électricité dans le réseau. Sa construction doit commencer avant 2030. Puissance prévue, plus d'1 gigawatt. Assez pour alimenter 1 million de foyers. À titre de comparaison, ITER, le projet international, est un pur réacteur de recherche. Il ne produira jamais d'électricité. Il doit seulement prouver que la physique fonctionne. Le CEPTETETR, chinois, doit prouver que l'ingénierie fonctionne. La différence, c'est la distance entre une idée et une centrale électrique. Et la Chine poursuit encore une autre approche en parallèle. Des entreprises chinoises privées de fusion, comme Energy Singularity à Shanghai, développent des tokamaks compacts avec des supraconducteurs à haute température. Ces aimants modernes sont tellement plus puissants que les supraconducteurs conventionnels qu'ils permettent de réduire considérablement la taille de tout le tokamak. Plus petit signifie moins cher signifie plus rapide, et plus rapide signifie ceci. Peut-être verrons-nous des centrales à fusion plus tôt que tout le monde ne le pense. Bien sûr, les défis restent énormes. La science des matériaux est le plus grand problème ouvert. Les parois d'un réacteur à fusion sont bombardées par des neutrons libérés à chaque réaction de fusion. Ces neutrons endommagent les matériaux au niveau atomique. Après des années de fonctionnement, les parois deviennent fragiles et doivent être remplacées. Trouver des matériaux capables de résister à cette contrainte pendant des décennies est l'un des problèmes non résolus les plus difficiles de la science des matériaux. L'approvisionnement en tritium est un autre problème. La réaction de fusion la plus efficace utilise du deutérium et du tritium. Le tritium est extrêmement rare et doit être produit dans le réacteur lui-même. La technologie existe sur le plan conceptuel, mais elle n'a pas encore été démontrée à l'échelle industrielle. Et puis il y a les coûts. La recherche sur la fusion est chère. Chaque tokamak coûte des centaines de millions, voire des milliards de dollars, et rien ne garantit qu'une centrale commercialement compétitive en sortira à la fin. Les critiques affirment que cet argent serait mieux investi dans les énergies renouvelables, qui fonctionnent déjà aujourd'hui. Le solaire et l'éolien sont bon marché, éprouvés et extensibles. Pourquoi mettre des milliards dans une technologie qui ne fonctionnera peut-être jamais? La Chine répond à cette question de manière pragmatique, comme toujours. Pourquoi choisir une seule option? La Chine investit plus dans le solaire et l'éolien que n'importe quel autre pays. Et en même temps, elle investit plus dans la fusion que n'importe quel autre pays. Les deux parient à la fois, parce que le monde aura besoin des deux solutions. Le solaire et l'éolien peuvent faire beaucoup, mais ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas propulser des porte-conteneurs. Ils ne peuvent pas alimenter des aciéries 24 heures sur 24. Ils ne sont pas assez fiables pour servir d'unique source d'énergie à une civilisation de 1,4 milliard d'habitants. La fusion, en théorie, peut le faire. Une énergie illimitée, propre, capable de fournir une base constante. 24 heures par jour, 365 jours par an, sans émissions, sans déchets à longue durée de vie, sans dépendance à la météo ou aux saisons. Personne ne sait si la Chine sera le premier pays au monde à construire une centrale à fusion fonctionnelle. Mais le fait que la Chine y travaille de la manière la plus agressive est indiscutable. Le soleil artificiel de Hefei n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début. Avant de partir, je voudrais vous demander deux choses. Premièrement, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, s'il vous plaît. Ces vidéos demandent des heures de recherche. Je lis des publications de physique des plasmas, j'analyse des données de réacteurs et je vérifie des rapports d'ingénierie. Vos abonnements m'aident à poursuivre ce travail et à produire davantage de vidéos comme celle-ci.
Deuxièmement, si vous souhaitez soutenir directement ce travail, vous pouvez m'offrir un café via Buy Me a Coffee. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Chaque café m'aide à produire d'autres épisodes comme celui-ci. Votre soutien signifie énormément pour moi. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que la fusion nucléaire sera la source d'énergie du futur, ou restera-t-elle toujours à 30 ans de distance? Je veux connaître votre avis. À la prochaine vidéo où nous plongerons plus profondément dans l'avenir que la Chine est en train de construire. C'était China Découverte, 120 millions de degrés, le soleil sur Terre, et la Chine tient l'allumage entre ses mains. Activez les notifications, et merci d'avoir été là.